Les confrères comme Imayaba et lui, Kamako, sont toujours là. On est rejoint sur le plateau par Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique, qui va nous aider à parler du Togo et du démarrage des activités opérationnelles du programme Seuil pour réduire la pauvreté. Réduire la pauvreté, voilà, c'est le credo du gouvernement togolais. C'est quoi ce programme, Luce Kamako? Oui, le programme Seuil ou bien Threshold, c'est un volet du programme Minimum Challenge Account, un programme mis en œuvre par les États-Unis depuis plusieurs années pour aider les pays en voie de développement à sortir de la pauvreté. C'est vrai qu'on parle des pays en voie de développement, pas tous les pays, des pays qui font des efforts dans certains domaines, par exemple la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'organisation des élections crédibles et transparentes. Ce sont des points, et donc ça fait déjà des années que le Togo a coché pas mal de ces indicateurs, et donc le pays devait commencer par bénéficier de ce don-là avant que la crise socio-politique de 2017 ne nous, en fait, avant qu'on connaisse la crise de 2017, donc ça a fait que les États-Unis ont fait une marche arrière. Et donc à un moment donné, ils ont enclenché le processus. On a vu que le Togo a fait des efforts dans ce domaine-là. Et il y avait eu un accord de don de 35 millions qui a été signé avec le gouvernement. Donc c'est dans ce cadre-là que ce programme-là vient d'être lancé, qui sera échelonné sur 4 ans et qui va aider le pouvoir togolais à stimuler la croissance économique et à lutter contre la pauvreté. Et donc déjà, dans le camp des autorités togolaises, les autorités togolaises annoncent des réformes dans le domaine des nouvelles techniques, nouvelles techniques et de l'information et dans le domaine foncier. Donc je reste avec vous. Est-ce que le Togo a besoin de ce programme? Est-ce que le Togo a besoin de ce programme? Parce que lutter contre la pauvreté, et donc sans ce programme, mais on ne peut pas lutter je pense contre la pauvreté. Vous m'obligez à dire des choses en fait. Parce que, ah bon? Oui, quand vous me demandez ce que le Togo a besoin, je disais tout à l'heure que le programme c'est pour aider les pays en voie de développement. Est-ce que les États-Unis le font juste pour leurs beaux yeux? Est-ce que les États-Unis le font parce que les États-Unis veulent aider le Togo parce que on a connu un premier président qui a damé les pions, bien qui a tenu tête aux colons et qui a été assassiné dans des conditions qui restent jusque-là obscures, et qui a été remplacé par le général Yadema, qui a fait 38 ans au pouvoir, et après on a vu son fils qui est dans son 4e mandat. Je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est une façon pour les États-Unis en fait de maintenir l'hégémonie sur l'Afrique. Ils veulent juste préserver leurs intérêts en Afrique. C'est dans ce cadre-là qu'on le fait. Mais est-ce que, quand tu me poses la question, est-ce que le Togo a vraiment besoin de ça? Je vous dis non. Nous sommes 7 millions d'habitants. 7 millions d'habitants, avec toutes les ressources minières que nous avons, notre marbre, notre clinker, le fer de Bandieri, le phosphate, je pense que... Voilà pourquoi j'ai posé la question. Ouais, je pense que en réalité, s'il y avait vraiment cette fibre patriotique-là qui, en fait, dans tout le monde, on n'aurait pas besoin, je le dis, parce qu'il y a des gens qui continuent toujours par racler la quête de l'État. Il y a des pilleurs de la République. On parlait tout à l'heure de ce programme-là, de Aplusia, qui a été institué pour justement lutter contre la corruption, mais malheureusement qui n'a pas les moyens adéquats, et parce qu'on disait tout à l'heure que cette institution n'a pas un pouvoir de répression, n'a pas un pouvoir de répression. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il s'agit. Si réellement nous avons des gens qui pensent au pays, qui pensent à l'intérêt national, il y a une bonne gouvernance, je pense qu'on n'en a pas besoin. Nous sommes que 7 millions d'habitants, avec toutes les ressources minières dont je viens de citer. Si on mettait tout cela en œuvre, je pense que nous aussi, on peut faire des dons aux États-Unis. On peut venir en aide aux pays développés. Je l'ai toujours dit. Ouais. La semaine dernière, je lisais sur un titre que l'ambassade de la France nous a fait don de 7 ou 6 motos à la police nationale. C'est-à-dire que c'est ridicule quand tout ça. C'est-à-dire quand vous lisez tout ça sur la toile, on met ça sur la toile, mais les gens vont dire 6 motos, je pense que moi... C'est un don. Mais c'est un don, mais quelle est la nature de ce don? Quelle est la nature de ce don? Est-ce que vous pensez que dans le gouvernement de Victoire Toméga Dogbé, des ministres ne peuvent pas offrir
plus de 15 motos. Ils sont même prêts à aller demander à aller à la maison Raoudjeu et demander le prix en fait de toutes les motos qui sont là-bas et payées. Donc ça, je dis que c'est des choses à un moment donné qui frisent le ridicule. L'Afrique, c'est un continent immensément riche, le Togo en fait partie. Il faut juste qu'on ait des bons gouvernants, des gens qui pensent à l'intérêt général de la population, des gens qui... Donc ma question vous a poussé à dire beaucoup. Oui, je l'ai dit au départ que tu vas m'obliger à dire des choses. Je vous coupe pour le moment. Voilà, donc ce dont on a besoin, c'est la bonne gouvernance en bonne et due forme, pas une gouvernance de façade. Et comme on le dit, il faut que les ressources nationales profitent à tout le monde. Il faudrait qu'il y ait une répartition légale de toutes les ressources du pays pour que quand il y a une entreprise qui est implantée quelque part, il faut qu'on respecte ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Il doit avoir un quota qui est destiné dans l'offre d'emploi des autochtones, tout cela. C'est-à-dire que si on arrive à respecter tout ça, je pense qu'on tournera dos à ces programmes de MCC et passer. C'est un bon programme. Hein. Je ne viens pas mettre du sable dans la farine des gens parce que les gens ont travaillé, on a travaillé pour y arriver. Donc, il faudrait qu'on continue. Adam, ce programme a un excellent dessein, réduire la pauvreté. Même question à vous. Est-ce qu'on a besoin de ce programme pour réduire la pauvreté dans votre pays? Oui, il faut nuancer. Je dirais oui et non au même moment. Vous savez, en adéquation, ce programme en adéquation avec la planification du pays, qui sont d'abord des réformes engagées pour aider, pour que ce programme-là puisse d'abord profiter au Togolais en eux-mêmes. Mais au même moment, vous allez constater depuis un moment, le Togo lui-même essaie de jauger cette planification qu'il essaie de faire. Vous allez constater que le pays a beaucoup amélioré son success story sur plusieurs plans. Il n'en demeure pas moins qu'il y a donc de ces programmes-là qui peuvent s'aider. Et puis c'est ici la question est posée, justement parce que nous avons donc le pécuniaire qui rentre en jeu. Mais au même moment, n'oubliez pas qu'au niveau d'un certain nombre de records que le Togo a battus sur des planifications, il n'y avait pas forcément le pécuniaire qui était mis en avant. Mais quand même, ça permet au pays de pouvoir jauger, voir est-ce que les planifications, les réformes que j'engage à l'égard du développement, à l'égard de la réduction de la pauvreté, les comparer. Et puis, quoi qu'on dise, on a toujours l'habitude de le dire, personne ne peut danser s'apprécier soi-même. Il faudrait naturellement qu'on puisse comparer nos projets, nos programmes avec d'autres, ce qui se fait ailleurs. C'est ce qui permet au pays de pouvoir donc aller jauger, d'appartenir à ces programmes-là. Mais au même moment, vous allez constater que sur cet aspect, ce n'est pas tous les pays africains qui en bénéficient. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a des efforts qui sont constatés. Donc dire que le Togo a besoin de ce programme-là, je dirais oui, mais au même moment, il n'en demeure pas moins de constater qu'au niveau du pays, les efforts se font sur fonds propres quand même pour réduire la pauvreté. Nous allons prendre un exemple. Vous avez vu au début de la pandémie, c'est le Togo qui était l'un des premiers pays à pouvoir prendre des initiatives allant dans le sens de soulager les peines de la population. Ça n'a pas, c'est vrai qu'avec le temps, on a vu qu'il y a eu des projets qui sont venus en appui renforcer ces projets-là conçus par nos autorités. Au même moment, pour anticiper sur un aspect lié donc à ce qui venait d'être fait, je pense que lorsque vous prenez, vous vérifiez bien, vous regardez ce qui se fait au niveau des cadres de notre pays, il y en a qui font même plus. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps, je sais avant la Covid-19, où j'étais actif et j'ai vu les cadres de TV donner plus d'une dizaine de motos. Mais cela reste des dons, on n'en refuse jamais. Lorsque vous voulez donner, si c'est pas parce qu'on n'en a pas, nous avons vu, est-ce que réellement, c'est pas parce que également ces motos-là, lorsque vous prenez les outils, et moi je pense qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons publié des articles pour dire, voilà ce que le Togo, les efforts que le Togo constate au niveau même de l'achat du matériel en ce qui concerne les forces de l'ordre de sécurité. Lorsque vous prenez les motos qui sont offertes donc à la police nationale. Pas à l'ambassade de France. Voilà. Regardez, lorsque vous comparez les motos qui sont données avec ce que... Mais je me dis, à quoi réellement donc servira ces motos lorsque vous prenez le matériel qui est aujourd'hui, la modernisation qui est faite au niveau de la police nationale. Mais quoi qu'on dise, on ne peut pas dire parce que c'est l'ambassade qui vient donner, on mesure la qualité de ce qui est offert pour dire qu'on n'en veut pas. Non, c'est pas ça, c'est un don, ça reste un don. On les remercie, mais il n'en demeure pas même de constater que le Togo a fait beaucoup d'efforts et continue pas à les faire. Parce que ces motos sont achetées sur place. Lorsque vous prenez le matériel qui est alloué à des forces de l'ordre de sécurité, ce ne sont pas des matériels qui sont achetés à l'interne. Ce sont des matériels qui sont donc commandés à l'extérieur sur des normes données. Mais en même temps, revenons sur ce programme-là, je pense que ce programme-là peut permettre de renforcer ce qui est mis déjà en place. Parce que lorsqu'on parle de réduction de la pauvreté, je pense que
le chapelet des efforts qui sont faits par le Togo. Je pense que lorsqu'on commencera, on n'en finira pas. Chaque jour, ça se moderne, ça s'ajoute, ça se crée. Au regard des besoins que la population donc présente, au regard des planifications que le Togo veut donner donc à sa population. Donc je pense que c'est un bon programme qui aujourd'hui essaie un peu de démarquer le Togo sur un certain nombre de pays donnés. Nous ne sommes pas les premiers, vous prenez que ce soit le Rwanda, vous prenez les autres pays, même ceux qui, ces derniers moments, sont dit quand même qu'ils ne veulent plus l'aide au développement, etc. Ils sont passés par là. Donc je pense que le Togo est sur le Togo aussi passe par là. Donc le Togo passe par là, pas seulement pour bénéficier de ces fonds-là, mais également pour jauger donc les planifications, les réformes qui sont engagées par le pays. L'entrée en vigueur de cet accord est d'une valeur de 35 millions de dollars du programme Seuil mis en œuvre sur une période de 4 ans. Comme Imayaba réduire la pauvreté, comment cela va se faire? Oui, en fait, Adam a élucidé un peu ma préoccupation. Vous savez, aujourd'hui, ces programmes ne sont pas seulement là pour parler du pécunier. C'est une forme d'émulation. C'est pour amener les pays, les gouvernants à montrer leur capacité de gérer. Mais il y a du pécunier dedans. Il y a du pécunier, je n'en devais pas. Mais cela ne devait pas quand même être à l'avant-garde. C'est pas ce qui est pas la première motivation du pays. Donc ici, c'est comme vous allez à un examen, on vous dit c'est un examen tel à tel, je vais prendre comme ça. On vous dit, même si j'ai réussi, qu'est-ce que je deviens? C'est-à-dire que c'est pour vous jauger sur une base donnée. Donc dans ce sens, ça permet de faire une décantation parce que, comme il a dit, ce n'est pas tous les pays qui ont gagné ces points au niveau de ces programmes initiés par les États-Unis et les Américains. Donc aujourd'hui, ne mettons pas l'argent devant, mais mettons la gouvernance, ce qui peut amener, puisque c'est vrai que ce fonds propre, nous-mêmes, on peut faire des efforts, on peut ici et là, mais c'est quelqu'un d'à côté qui verra quels sont les efforts que vous êtes en train de faire, vous apprécier. Mais malheureusement, il faut quand même le souligner, puisque derrière ces programmes, ces puissances se basent sur ces programmes pour faire phagocyter les pays qui sont là et leur drainer, puisque toi, à qui on donne toujours, tu es obligé peut-être de, vous comprenez ce que je veux dire, d'accepter certaines situations qui ne sont pas de gré. Donc, à mon avis, c'est un bon programme, qui permet de faire de décanter, en fait, de jauger le poids politique de chaque pays, la gouvernance, le niveau de vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais n'en demeure pas moins, il faut que nos États aussi fassent l'effort, qu'on puisse sortir de chaque fois que nous soyons ceux à qui on donne toujours, nous aussi, nous allons oser un jour pour initier des programmes et donner aussi en donner en d'autres. Lucas Mako, le programme a 2 volets. On va les étudier. D'abord, le projet de réforme des technologies de l'information et de la communication qui vise à améliorer l'efficience des entreprises, la productivité, les investissements et la croissance grâce à un accès amélioré aux services d'éthique de haute qualité à un coût raisonnable au Togo. Cela va se faire, vous croyez? C'est ce qui est important. Oui, mais ça dit que ça fait partie des conditions. Si le Togo veut réellement bénéficier de ce don-là, il a intérêt à mettre en pratique toutes ces réformes-là. Ça dit que c'est la condition sine qua non. Donc, ils vont le faire. Les uns les autres l'ont dit. Je ne critique pas le programme. Je ne le critique pas. Le programme en soi, c'est pas un danger. C'est-à-dire que si le Togo en bénéficie, ça veut dire que déjà à la base, il y a des efforts qui sont faits. Je disais tout à l'heure que c'est un programme initial, l'intention des pays en voie de développement, mais tous ne sont pas concernés. Ça veut dire qu'il faudrait que vous montrez vous affichez une bonne volonté, vous montrez en fait à la communauté internationale, les États-Unis, que vous avez la bonne volonté de faire bouger les choses dans le bon sens. Donc c'est en cela que vous êtes d'abord éligible. Donc c'est déjà un point. Mais ce que je déplore, je le dis, et pourquoi est-ce que c'est toujours à notre endroit que ces genres de programmes sont destinés? Je ne sais pas si vous voyez mon analyse. Quand vous dites à votre endroit, ce n'est pas seulement le Togo. Ce n'est pas seulement le Togo, c'est-à-dire que c'est l'Afrique en général. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne prend pas ces genres d'initiatives? C'est-à-dire le temps de la manière évolue. C'est-à-dire il n'y a plus de bons samaritains aujourd'hui. On ne va pas te donner juste parce qu'on te donne. Si quelqu'un te donne, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Aujourd'hui, quand vous prenez justement les États-Unis,
On a suivi ces derniers temps l'examen périodique universel où on évalue le pays en matière du respect de la promotion des droits humains. On a vu que le débat semble prendre une autre tournure, c'est-à-dire qu'on est en train de nous tenter de légaliser ou bien de légaliser ce qu'on appelle l'homosexualité. Donc ça fait partie des choses aujourd'hui que peut-être on va vous demander. Je ne le dis, ça dit que ça n'a rien à voir avec MCC. C'est ça, c'est un exemple en fait banal que je suis en train de prendre en fait. Donc ça dit que quelque part, si on vous donne de l'argent, si quelqu'un te nourrit, ça veut dire qu'au moins il a un pouvoir sur toi. Il te tient, voilà, il va te demander forcément des comptes. Donc c'est ça. Les États-Unis dont on parle aujourd'hui, ils ont été colonisés, eux aussi. Nous aussi, nous avons été colonisés. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas sortir de ce cancan-là? On ne peut pas sortir de cette misère-là et aussi aller demander aux gens d'observer ce qu'on appelle la bonne gouvernance, d'observer ce qu'on appelle la bonne gouvernance, d'organiser les élections de façon crédible et transparente. En Afrique, on a des pays qui sont de très bons exemples en matière d'organisation d'élections. On a vu tout ce qui s'est passé tout récemment aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a des écueils un peu partout et qu'à un moment donné, l'Afrique doit se responsabiliser et montrer à la face du monde qu'elle aussi, elle est capable de bonnes choses. Alors Adam, dans le premier volet, il y a beaucoup de choses. La réforme des technologies, de l'information et de la communication, beaucoup de choses. C'est un travail titanesque. Oui, mais au même moment, vous savez, je pense que la réforme concernant les nouvelles technologies, je pense que c'est déjà au cœur de l'engagement du gouvernement. Et cette crise de la Covid-19 est venue montrer au monde entier qu'on en a plus que besoin. Vous allez constater qu'aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est le télétravail, etc. Et qui parle de télétravail parle normalement donc de nouvelles technologies. C'est vrai que l'efficacité peut être mise en cause et c'est normal, mais quoi qu'on dise, on ne peut pas quand même reléguer au second plan aujourd'hui la nouvelle technologie, puisque c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, qui veut aller loin, vous voyez aujourd'hui qu'il y a des talents qui émergent, qui font véritablement des conceptions liées donc au développement, à comprendre du domaine de l'agriculture. Vous allez constater qu'au Togo, le Togo n'est pas du reste. Et ça, je pense que ce programme-là est venu justement donc renforcer, comme d'ailleurs même je le disais tantôt. Et ça, personne ne va me démentir, même les irréductibles, les adeptes même de l'autoflagellation savent bien que aujourd'hui le Togo est en train véritablement de faire des efforts. Vous allez constater que d'ailleurs même lorsqu'on prend dans la sous-région, c'est vrai qu'on ne parle déjà de 5G, c'est vrai comme je le disais tantôt, il y a l'efficacité qui est mise en jeu, mais au même moment on sait quand même qu'il y a des pas de géants qui sont en train d'être franchis. Et ces pas de géants prennent naturellement en compte le fait de ces planifications-là qui sont liées aux nouvelles technologies. Je pense que sur toute la ligne que vous prenez au niveau même de l'enseignement aujourd'hui, nous avons constaté que cette crise de Covid-19, s'il ne nous a pas mis en berne, c'est justement compte tenu du fait qu'il y a eu des anticipations liées donc à ces gens-là qui ont pris l'initiative de pouvoir mettre en place des projets et des programmes qui ont permis aux étudiants, même de chez eux, de pouvoir donc suivre des cours. Et je pense que ça également, c'est à prendre en compte de ce bon élève-là que le Togo a pu être au niveau de cette lutte contre cette pandémie-là. Et je pense que toute sommation faite, nous sommes sur le bon chemin et ça nous renforcera davantage. Je pense que si le Togo a pu être donc se tirer d'affaire, c'est justement compte tenu du fait que ces planifications-là sont prises en compte et vont sans cesse grandissant. Comme Mayaba, l'autre volet porte sur le projet de réforme foncier pour accélérer la productivité agricole qui a pour objectif d'améliorer la sécurité du régime foncier pour accroître les investissements dans le secteur agricole. Ça, c'est très intéressant, surtout pour les Togolais. Oui, c'est un secteur important, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du secteur agricole, de l'agriculture et de tout ce que vous connaissez. Maintenant, ce qui est important aussi à voir dans cet aspect, c'est de voir quels sont les moyens dont on ne dit pas, puisqu'on parle de l'agriculture aujourd'hui, du programme foncier concernant l'agriculture aujourd'hui, c'est qu'il faut des moyens. Il faut les moyens disponibles, les moyens adéquats pour pouvoir engendrer, puisqu'on ne va plus toujours rester à l'état primaire où on doit, avec des outils rudimentaires pour aller vers l'agriculture, donc pour moderniser l'agriculture. Donc dans ce cas, il faut vraiment que, comme on le dit,
dans ce secteur, le gouvernement est en train de faire des efforts, puisque aujourd'hui, quand vous prenez dans tout l'ensemble, il y a des instituts qui sont créés pour former les ingénieurs dans le centre de l'agriculture et tout. Je crois que si le Togo veut s'inscrire dans cette dynamique pour être lauréat de ce programme, doit faire des efforts supplémentaires au-delà de ce qui a été cité, au-delà de ce qui est déjà fait, et qu'on doit peut-être aller plus, créer des conditions nécessaires pour que ce domaine de l'agriculture puisse peut-être être effectif et au bénéfice même, puisque aujourd'hui, les gens commencent à comprendre véritablement que la terre ne ment pas. Et quand la terre ne ment pas, il faut les moyens pour l'entreprendre. Donc, dans ce cas, il faut former des gens pour pouvoir entreprendre ce côté de l'agriculture. Donc, je crois que c'est un secteur clé important. Et faut-il aussi avoir les moyens pour pouvoir gérer cet aspect et peut-être amener ces organisateurs de ces programmes-là à comprendre véritablement que le Togo s'est inscrit dans la modernisation de cette agriculture. Oui, pour gérer, oui. Vous permettez surtout, Madame. Vous savez aujourd'hui le problème, le foncier tient donc... Ouais, c'est cette question que j'allais poser. Il faut d'abord résoudre ce problème foncier dans votre pays. Inévitablement, parce que vous savez, si aujourd'hui nous avons des déséquilibres liés au social, c'est quelque part, on ne peut pas véritablement faire la sommation de tout ce qui conduit à cela sans citer le problème du foncier. Oui. Et c'est la question qui tient la dragée haute au niveau même des tribunaux. Et vous allez constater que ces derniers moments, le Togo a fait pas mal de réformes. En ce sens-là, c'est justement parce que on veut renforcer le tissu social. Donc, renforcer le tissu social voudrait dire que c'est un secteur à prendre donc à bras le corps. Quel que soit le cas, parce que on parlait de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture, etc. Or, qui veut quand même s'entreprendre dans l'agriculture, parle donc du foncier. Il faudrait qu'on ait donc de la terre disponible, des espaces cultivables disponibles pour entreprendre de l'agriculture. Et aujourd'hui, je pense que lorsque nous prenons les réformes qui sont engagées, c'est faire en sorte que la jeunesse puisse orienter son regard vers ce secteur-là, qui est un secteur très porteur. Vous allez constater qu'il y a pas mal d'écoles qui sont créées parallèlement aux écoles habituelles. Je voudrais dire quelque part que cette jeunesse-là, lorsque d'ici très peu, lorsque on aura véritablement la masse, ça voudrait dire que la question reviendra encore à l'ordre du jour, avec plus d'acuité d'ailleurs même. C'est en ce sens que cet aspect de la chose est très important et cela doit attirer le regard de tout le monde. C'est vrai que ce qui est fait, parlant donc également de ces nouvelles technologies, c'est justement compte tenu du foncier qui a eu, vous prenez aujourd'hui au niveau des tribunaux, du commerce d'ailleurs même, vous allez constater que la dématérialisation est totale. C'est d'ailleurs même le premier secteur qui a eu quand même à être impacté par ces réformes liées à la dématérialisation, aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, ça marche très bien. Vous pouvez déjà de chez vous pouvoir donc demander à instruire un dossier, suivre le bon fonctionnement du dossier. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de titres d'AM qui sont revenus récemment. Et lorsque nous prenons au niveau du service des passeports, qui est un modèle aujourd'hui en matière de ces réformes-là liées donc aux nouvelles technologies, vous allez constater que lorsque vous faites une demande de passeport aujourd'hui, depuis chez vous, vous suivez les étapes. Et vous saurez quel jour vous êtes donc indiqué pour aller donc récupérer votre passeport. Donc tous ces aspects-là sont très importants, surtout le foncier. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est un secteur où carrément un axe très important qui crée véritablement un déséquilibre. Et je pense que ces fonds-là permettront également de renforcer, parce que ce qui est aujourd'hui évoqué également, c'est de faire en sorte de pouvoir faire en sorte que d'autres contrées puissent avoir encore des tribunaux. On n'en a pas assez. Vous allez constater qu'il y a même des préfectures nouvellement créées qui n'ont même pas de tribunaux. Je pense que ce programme-là, avec tout ce qui va avec, permettra également de pouvoir dupliquer ces tribunaux-là, de les avoir assez performants. Et avec les réformes qui vont avec, je pense que cela peut, un temps soit peu, moderniser encore ce secteur-là. Et surtout, n'oubliez pas, lorsqu'on parle de cette modernisation, ça ne va pas de soi. Il y a le président de la Cour suprême qui a fait une sortie et nous souhaitons vivement que des actes puissent suivre. Et cela permettra d'avoir réellement donc des magistrats très intègres qui permettront de trancher les vrais sujets, trancher en faveur de ce qui a raison et de pouvoir de se départir naturellement avec cette question qui gangrène nos sociétés liées donc à la corruption. Et lorsque la corruption affecte le domaine judiciaire, je pense que c'est tout le carcan, tous les secteurs d'activité qui prennent un coup. Personne ne viendra investir dans votre pays quand il sait qu'il n'a pas une justice
qui s'expriment. Et ça, je pense que c'est un secteur qui est très important et qui concerne pratiquement tous les Togolais pour faire en sorte que notre justice soit rayonnante et d'attirer davantage les investisseurs vers notre pays. Louis Kamako, pour accroître les investissements dans le secteur agricole, il faut, même question à vous, résoudre d'abord les problèmes du foncier togolais. Oui, il faut résoudre le problème du foncier. Et Adam a bien fait de nous amener à faire cet exercice-là de champ lexical. Quand on parle de foncier aujourd'hui, on parle aussi de la justice. Et malheureusement, les magistrats que nous avons, ce sont des magistrats gourmands et malhonnêtes. C'est pas moi qui le dis. Ah, bien sûr. C'est le président qui l'a dit. Ouais, c'est le président de la Cour suprême qui l'a reconnu, malheureusement. Donc, si ce corps-là n'est pas assaini, si on reste toujours dans ce schéma-là où quand le président de la Cour suprême suspend un magistrat, il fait des raccourcis et va jusqu'à voir la magistrature suprême pour faire comprendre que c'est juste parce que lui, il ne fait pas... En fait, il n'est pas de la maison et qu'il est de l'opposition. C'est pour cela qu'on essaie de l'écarter. Si on reste toujours dans ce schéma-là, ces réformes-là n'auront pas lieu. La justice, c'est-à-dire que c'est le dernier rempart de tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'espoir inouï du faible. Oui. C'est-à-dire que quand la justice n'est pas juste, quand la justice n'est pas équitable, vous n'aurez pas d'investisseurs. Parce que vous l'avez dit, c'est aussi accroître les investissements agricoles. Si on n'a pas une bonne justice, les investisseurs ne viendront pas. Donc la réforme doit aussi concerner ce secteur. Il faut peut-être ce qu'on appelle une refonte du corps des magistrats. Il faut assainir le secteur comme cela se doit. Nous voulons avoir de vrais magistrats, des magistrats qui ne disent que le droit. Vous avez fait défiler pas mal d'avocats de barreau ici qui vous ont soutenu, qui vous ont assuré que 70% en fait des affaires pendant la justice sont liées en fait au litige foncier. Ça veut dire beaucoup de choses aujourd'hui, ce qui fait qu'à un moment donné, les gens ont peur de s'acheter des terrains. Vous avez ce qu'on appelle communément dans le langage courant double ou triple vente. Aujourd'hui, les gens vendent jusqu'à 10 personnes pour un seul terrain, mais malheureusement, quand tu vas au fond, tu réalises que derrière, ce sont des magistrats qui poussent ces messieurs-là à agir. Il faut justement mettre en pratique. On a un code, on a un code foncier qui malheureusement n'est pas mis en œuvre. Il y avait eu un atelier national sur le litige foncier qui a été organisé dans ce pays. Les démarches sont là, c'est-à-dire il y a la volonté. Il a dit que on a déjà fait des pas de géant. Il va falloir juste qu'on mette tout cela en pratique pour que nous ayons de bons codes fonciers. On reviendra sans doute pour parler des efforts qui sont faits. 30 secondes seulement. Oui, c'est juste maintenant. C'est juste pour ajouter que est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, parlant de ces réformes-là liées à la magistrature, il y a le juge Sonvi qui proposait qu'on puisse donc scruter la stratégie anglaise qui fait en sorte qu'un magistrat qui peut donc connaître un jugement n'est pas un magistrat qui sort d'école, qui fait un stage et est affecté directement dans les tribunaux. Il doit faire ses passes d'armes dans d'autres institutions avant même de revenir. Donc ça lui donne beaucoup d'expérience. Il a acquis beaucoup d'expérience dans les structures. Je pense que cet aspect de la chose également peut être scruté pour faire en sorte que nous ayons véritablement des magistrats intègres, très expérimentés pour éviter à ce que ce secteur-là soit un secteur qui tire vers le bas les réformes qui sont engagées. En tout cas, vous serez invité pour évaluer ce programme et les efforts qui sont faits par le gouvernement togolais. En tout cas, le Togo ces derniers temps a eu beaucoup d'avancées, si on peut le dire, sur le plan économique et autres. Et il y a eu également des programmes qui sont venus avec des milliards à l'appui. On espère, Adam, on espère... Non. Parlant donc de cette question liée donc à la corruption, je pense qu'une chose est de pouvoir engager ces fonds-là, mais je pense que leur utilisation judiciaire aussi doit être aussi scrutée pour faire en sorte que l'argent aille au destinataire, aille au programme, au projet pour lesquels ils sont donc engagés. Merci infini à vous, Adam Adjrono, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à lui, Kamako. Lui, il est le rédacteur en chef de Togo Breaking News. On dit également merci à Komi Mayaba du Soborna. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.